Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer le cours de modulation numérique. Donc pour voir d'autres vidéos de la chaîne, cours de télécommunication, allez au lien suivant. Donc vous avez ce lien pour pouvoir suivre toutes les vidéos que j'ai postées sur YouTube. Vous avez aussi mon email pour pouvoir me contacter pour obtenir donc des documents de cours ou de TD. Donc on va entamer la troisième partie de l'OFDM. Donc le multiplexage par répartition fréquentielle orthogonale. Donc on va voir des méthodes d'accès dans le cellulaire. Donc il y a trois types de méthodes d'accès. Donc la première c'est le FDMA. Le deuxième, donc le FDMA. Donc la représentation de l'accès multiple par répartition fréquentielle. Donc FDMA c'est Frequency Division Multiple Access, ou bien en français accès multiple à répartition fréquentielle. Donc ce qu'on voit c'est que j'ai un premier canal qui se trouve à la fréquence F1. Donc on va voir l'aspect fréquentiel du signal, et ici vous avez l'aspect temporel. Le premier canal se trouve à la fréquence F1, le deuxième canal il va se trouver à la fréquence F2 et le dernier canal il va se trouver à la fréquence F1. Et donc chacun des canaux va durer un certain temps en fonction donc de la transmission soit des données soit de la voie téléphonique. Le deuxième type c'est le TDMA, donc Time Division Multiple Access, c'est l'accès multiple avec répartition temporelle. Donc ce qui se passe c'est qu'ici à l'inverse du FDMA, les signaux donc, vont utiliser une bande de fréquence et le premier canal il va utiliser le temps T1, le canal 2 il va utiliser le temps D2 et le canal M il va être utilisé au temps T1. Et donc ça y est une répartition dans le domaine fréquent. Donc la même répartition fréquentielle, ici le même bande de fréquence, elle est une fois utilisée par le canal 1 durant le temps T1, puis elle sera utilisée par le canal 2 au temps T2 et par le canal M au temps T1. Donc ça veut dire que ici on a un seul canal, mais il est alloué au canal 1 à T1, au canal 2 à T2 et au canal M à T1. Donc c'est la répartition, elle se fait dans le temps. Et puis on a le troisième type qui est assez récent, qui est utilisé surtout dans les radios mobiles, dans le cellulaire actuellement. Donc c'est le FDMA. Donc ici l'axe c'est l'axe des puissances que je n'ai pas mentionné auparavant. Et ici aussi chaque canal il utilise une largeur de bande donnée dans le domaine des fréquences. Et dans le domaine du temps, tous les canaux sont utilisés en même temps. C'est pas comme ceci. Et ce n'est pas comme ceci. Vous voyez que le CDMA il est différent du FDMA et il est aussi différent du TDMA. Donc un canal utilise la même largeur de bande que tous les autres canaux et en même temps que les autres canaux, à la différence du TDMA. Donc là aussi, canal 1, canal 2, canal M. Donc le CDMA est une forme de multiplexage à répartition fréquentielle, à répartition de fréquences orthogonales ou FDM, mais nous appliquons d'abord une matrice orthogonale au bit utilisateur. Donc là, on multiplie par une matrice et donc c'est la matrice de Walsh ou bien de Hadamard. Et par conséquent, donc, le M c'est CDMA et parfois appelé CDMA ou FDM. Donc, on va voir en détail ce CDMA, comment il est fait. Donc, le concept CDMA, ça on l'a vu, donc les trois types de modèles d'accès, de méthodes d'accès. Ici, vous avez un schéma pour faire ce qu'on appelle le spreading. Spreading, ça veut dire c'est l'étalement. Donc, les données sont en rouge ici, sont données, et vous avez des symboles. Donc, chaque symbole,
il va contenir un certain nombre de chips. Donc, il est divisé en un certain nombre de chips. Et l'intervalle de chips, c'est ceci. Donc, ici, vous avez 2, 4, 6, 8. Donc, chaque symbole contient 8 chips. Ici, je vais avoir 2 symboles et un autre symbole ici. Et ce symbole, il passe à travers un multiplieur. Et de l'autre côté, j'ai ce qu'on appelle le code d'étalement, le spreading code. Ce code d'étalement multiplié par les données, il va vous donner donc un signal qu'on appelle le signal CDMA. Il est ici le signal CDMA. Donc quand on regarde ce schéma de façon la plus simple, donc on se dit que ce n'est pas grand-chose. Mais point de vue traitement de signal, si, il y a des choses qui se passent qu'il faudrait connaître donc, pour pouvoir comprendre ce que c'est que le CDMA. On va le voir aussi par la suite dans une autre forme. Donc regardez ce qui se passe. Ici, il y a un bit qui est 1, ici c'est 0, donc ça devient 0. Ici, j'ai 2 bits qui sont à 1, donc il reste à 1. Un des bits est à 0, donc il revient à 0, donc puisque c'est une multiplication. Donc une multiplication 1 multiplié par un 0, ça donne un 0. 1 multiplié par 1 ici et ici, donc ça va donner 1. Ici, c'est un 0 qu'on multiplie par 1, ça va donner un 0, et ainsi de suite. Donc c'est une simple multiplication des bits. Et bien sûr, on prend le niveau au niveau de chaque chip et on le multiplie par le code en bleu qui est le code d'étalement. Et on obtient ce signal-là. Donc, point de vue spectral, on va le voir par la suite, qu'est-ce qui va se passer. Donc, ça, c'est le code d'étalement, bien sûr, et on obtient ici l'intervalle du symbole. Maintenant, si je regarde la partie au niveau de la réception, donc qu'est-ce qui va se passer? Ce signal qu'on avait en noir, il est là, donc je l'ai répété. Il va venir, et il sera multiplié encore une fois par le spreading code, qui est donc le code d'étalement, mais ici, je suis dans le despreading, c'est le désétalement. Donc, c'est un code de désétalement. Et la procédure, elle est la même. Donc, j'ai ce signal et ce signal, donc, j'ai un 0 multiplié par 1, ça donne un 0. J'ai 2 1, ici 1 et 1, ici j'ai 1 et 1, donc ça va me donner 1 et 1. Ici, j'ai 0 multiplié par 0, ça me donne un 1. Donc, c'est, disons, une multiplication logique. Hein. Donc, et ça me donne le signal original qui est en rouge ici. Je le retrouve bien ici en bas. Donc, en fin de compte, point de vue représentation dans le domaine temporel, donc on ne peut voir que l'aspect multiplication qui est donné ici, qui est donné ici. Donc, l'étalement et le désétalement se fait de la même manière. Hein. Donc, le rouge, c'est le signal que je veux transmettre. Le bleu, c'est le code d'étalement. Et ici, c'est le code CDMA. Ici, c'est le code CDMA qui a la réception. Bon, bien sûr, à la réception, il ne sera pas sous forme carrée telle que c'est représenté ici. Il y aura des formes arrondies. Donc, après réception et, disons, remise en forme du signal, on va le multiplier par le code d'étalement encore une fois. Donc, ça veut dire que ici, à l'émission et à la réception, on doit connaître quel est le code, bien sûr, d'étalement qui sera utilisé aussi pour le désétalement. Donc, je reprends le principe de l'étalement de spectre. Donc, j'ai les deux symboles, j'ai le code d'étalement, donc c'est exactement comme tout à l'heure. Chaque temps de transmission d'un bit, ou bien un symbole, est divisé en un intervalle court, qu'on va appeler les chips. Donc, vous avez un chip ici et plusieurs chips de l'autre côté. Un bit est égal à un chip, ou bien un symbole, c'est un chip. Donc, typiquement, on peut apprendre la valeur de, pardon, ici, il y a une erreur, c'est de 64 ou de 128, hein, parce qu'on est en binaire. Chaque station émettrice, donc, à chaque station émettrice est attribué un code unique de 1 bit appelé chip séquence. Donc, le bleu ici, le signal en bleu, on l'appelle le code d'étalement ou bien la chip séquence. Donc, c'est le code spécifique à un utilisateur.
Pour transmettre un 1, l'émetteur envoie la chip séquence. Donc, quand j'ai un 1, j'envoie la chip séquence. Donc, ici, la valeur de chip. Pour transmettre un 0, on transmet le complément de 1 de la chip séquence. Donc, la chip séquence, elle est égale à 1 ici. Donc, plutôt ici, je suis dans le cas de 0. Donc, un 1, j'envoie donc le complément de 1, le complément à 1. Donc, de 1, ça me donne un 0. Et ainsi de suite. Donc, on transmet les autres signaux. L'exemple, si m est égal à 8, la chip séquence, et si là, bien sûr, la chip séquence est la séquence suivante, donc double 1, double 0, 1, 0, triple 1, 0. Pour transmettre un 1, donc ici, si je prends ce symbole-là, qui est sous cette forme-là, donc j'envoie, si j'envoie pour transmettre un 1, l'émetteur envoie la chip telle qu'elle est, donc 0, 0, 0, 1. Donc vous voyez, j'ai un 1 ici de ce point à ce point-là. Donc le signal, il est identique, le noir est identique au bleu. D'accord? Maintenant, si je transmets un 0, bien sûr, l'émetteur, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, je suis dans le cas de 0. L'émetteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le complément à 1 de cette séquence-là. Donc le complément à 1 de cette séquence-là, les 0 seront mis en 1 et les 1 seront mis à 0. Donc je vais avoir, donc vous voyez, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et bien sûr, ça c'est le complément à 1. Donc j'envoie l'inverse. Donc en envoyant l'inverse, donc on le voit bien ici. Regardez, ça c'est l'inverse de ceci en bleu jusqu'à ce point-là, parce que ici c'est 2 0. Et puis quand je vais transmettre le 1, donc si je transmets le 1, je prends cette séquence qui est là, je vais la mettre ici. Donc vous voyez, c'est assez clair comme méthode dans le domaine temporel de multiplication, bien sûr, des données par le code d'étalement, pour obtenir, bien sûr, le signal CDMA. Le désétalement, la même chose. Le désétalement, j'ai ici l'intervalle concernant, bien sûr, le symbole. En bleu, j'ai le code de désétalement. Donc, le récepteur est généralement à base de corrélateurs. Donc, on utilise des corrélateurs pour pouvoir concevoir le récepteur. En présence du signal entendu, le récepteur va effectuer le désétalement, puis somme le produit des bits du signal par ceux du code d'étalement, et ce pour chaque symbole. Donc on fait la somme. Donc la même chose ici. Donc on a un 1 par 1, ça donne un 1, la même chose. Un 0 par un 0, donc je vais avoir un 1. Donc c'est en logique binaire là aussi, donc c'est un 1 et ça devient. Et ça me donne donc le résultat sous cette forme-là. Point de vue. En présence du signal d'un autre utilisateur, parce que des fois, ça c'est le signal qui est reçu. Des fois, ce signal il est reçu avec d'autres utilisateurs lorsqu'on est donc dans un système multi-utilisateur. Donc, on va avoir des chips différents qui vont apparaître et ce qui va se passer, c'est que leur sommation va donner un 0. Pourquoi? Parce que chaque chip séquence, quand elle est multipliée par un signal, si le signal correspond à la chip signal, on va retrouver les données originales. Si c'est un signal qui a été reçu mais qui provient d'un autre code d'étalement, on va trouver des zéros ici complètement. Pourquoi? Parce que les codes sont orthogonaux. L'amplitude donc du signal attendu sera augmentée d'un rapport n. Donc ça, on va le voir par la suite, comment on va voir ceci. Lorsque plusieurs stations émettent simultanément leurs signaux bipolaires, s'additionnent linéairement. Donc là, on va voir le cas. Donc j'ai le cas de deux signaux. Chaque signal, il a une chip séquence. Donc vous avez ici la séquence des bits. Donc moins 1, moins 1, moins 1, 2 fois plus 1, moins 1, plus 1 et plus 1. Le signal B, il est ici. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ces signaux vont s'additionner. Donc ça va me donner
ici moins 2, ici c'est moins 2, ici c'est 0 et ainsi de suite. Donc il suffit de faire la somme bit à bit de ces deux signaux A et B. Donc on a le signal A plus B. Le recouvrement du signal, recouvrement, ça veut dire comment retrouver le signal au niveau du récepteur. Le récepteur doit connaître bien sûr la séquence chip utilisée par l'émetteur. Si la séquence reçue est S et la séquence chip est C de l'émetteur, donc on va considérer que c'est le A qui nous intéresse. Le récepteur, donc, s'il connaît la séquence, donc il doit bien sûr connaître la séquence de l'émetteur et il va la multiplier par la séquence reçue S. Donc, le récepteur va calculer le produit SC. Exemple, si la séquence reçue est composée de 3 signaux A, B et D, si le signal est celui dont la séquence chip C correspond, la réception au niveau de la source va être S, c'est égal à la somme de ces 3 signaux, donc A plus B plus D. Et donc le récepteur, il va faire le produit S par C. Donc S étant A plus B plus D multiplié par C, ça va faire AC plus BC plus DC. Donc puisque la séquence qui nous intéresse, c'est le signal A et la séquence chip qui lui correspond est C, donc qu'est-ce qui va se passer? Ce produit-là, il sera égal à 1, ça veut dire que je vais retrouver le signal original. Ici, le C ne correspond pas à celui de B et le C ne correspond pas à celui de D. Donc, leur produit va donner un 0. Donc, ils sont orthogonaux parce que cette chip séquence, elle est choisie de telle sorte que si elle est multipliée par n'importe quel autre signal, elle sera toujours égale à 0. Pardon. Pardon. Maintenant, on va voir cette conception donc, du CDMA. Donc, on a ici la partie émetteur en bleu, la partie canal ici en beige et la partie réception en bleu. Donc, on va commencer par ici, c'est le bloc concernant le signal en bande de base. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le signal en bande de base, on va supposer que c'est un signal qui occupe une largeur de bande de 10 kHz. On va donc le faire passer à travers un codeur et un entrelaceur interleaver, un entrelaceur. Ça veut dire qu'on mélange les bits d'une certaine façon. Et ici, on va faire ce qu'on appelle l'étalement. C'est ce qu'on a vu l'opération tout à l'heure en émission, donc qui était l'étalement et qui consistait à faire un produit donc de la chip séquence par le signal en bande de base. Là, on utilise ce qu'on appelle le code de Walsh. Donc là, bien sûr, je suis en train de vous donner juste une vue superficielle donc, du CDMA. Donc pour le CDMA, il faut tout un corps complètement pour pouvoir le comprendre. Donc ici, c'est l'étalement de spectre qui va se passer. Donc ce spectre-là, il va se trouver ici. Donc là, la multiplication qu'on fait entre la séquence chip et le signal, donc c'est un produit dans le domaine temporel. On fait une multiplication. Ce qui va se passer, c'est que dans le domaine des fréquences, qu'est-ce qui se passe? On fait une convolution entre le spectre de celui-ci avec le spectre de la séquence d'étalement qui est généralement large bande. Donc quand on fait un produit d'un spectre donc, qui est à bande étroite par un spectre qui est à bande large, ce qui va se passer, le résultat obtenu, c'est que la bande, elle est, donc la bande de fréquence, elle est large. Donc ici, pour l'émission, donc on va supposer que le canal de transmission est un canal additif, donc avec un bruit blanc et gaussien. Donc le signal de sortie, c'est X de T, il sera donc ajouté, donc on lui ajoutera le signal N de T pour obtenir le signal Y de T. Donc là, c'est un schéma donc, de conception seulement, donc du canal de transmission.
Au niveau de la réception, donc ici, on va montrer les différents bruits N de T. Donc il y a le bruit thermique qui fait à peu près moins 100 dB par Hertz. Donc c'est un signal qui est beaucoup plus faible en puissance. Puis on a les signaux d'interférence, donc on appelle aussi les bruits d'interférence. Donc c'est tous les signaux qui peuvent venir donc des circuits ou de l'environnement. Puis on a donc des signaux d'interférence autres cellules. Donc c'est des signaux qui sont transmis par une autre cellule. Donc vous savez que dans le système cellulaire, chaque station de base a sa propre cellule et les stations de base peuvent être donc adjacentes, et ce qui se passe, c'est que le signal d'une cellule peut aller à une autre cellule. Donc là aussi, les interférences d'une autre cellule, on utilise des couleurs différentes pour pouvoir les montrer. Donc tous ces bruits vont s'ajouter avec le signal X de T. Et donc le signal Y de T, ici, on le voit bien ici, il va contenir le signal original, il va contenir le signal ici en rouge, le signal en violet, le signal en beige, et le noir, il est tout à fait en bas ici. Donc le bruit thermique, il est complètement ici en bas. Et donc vous voyez, c'est exactement quand on l'a montré tout à l'heure. Donc tous les signaux sont dans la bande de 1,25 mégas, et bien sûr, ils sont transmis en même temps dans le temps. À la réception, donc on va utiliser un corrélateur. Donc toujours les récepteurs sont à base de corrélateur, donc on va chercher la corrélation. Donc la corrélation, c'est quoi? Ça veut dire que à l'aide de la corrélation, si la séquence chip correspond au signal, donc il sera gardé. Si elle ne correspond pas, le signal donc va s'annuler. Et donc ici, on va voir, vous voyez, seul ce signal-là va correspondre au corrélateur, donc on va le retrouver tel qu'à l'origine ici, on va le retrouver ici. Et tous les autres signaux, donc qui sont étalés ici, vont rester étalés. Donc ils vont rester ici étalés. Donc le bruit, il est là. Ce signal-là, il va se trouver en deuxième couche. Ce signal-là, donc il est en jaune ici. Et ce signal-là, il est en rouge. Donc vous voyez que ça, c'est la clé du CDMA. Donc seul le signal d'intérêt sera désétalé. Les autres signaux restent étalés. Et donc, ils vont être considérés comme s'ils étaient du bruit. Ici, on va utiliser un décodeur, donc le D-interleaver. Donc, il va décoder le signal et bien sûr, il va le désentrelacer. Et donc, on obtient en sortie le signal original qui est sur une bande de 10 kHz. Il va enlever donc ces signaux ici. Ils vont être, donc ici, par filtrage, ils vont partir. Ils seront considérés comme de bruit à faible puissance. Et donc, on obtient le signal en bande de basse. Donc, on va voir le phénomène de suppression des interférences. En anglais, c'est anti-jamming. Donc, on va d'abord considérer le cas des interférences à bande étroite. Donc, on sait que chaque signal, il a son propre code d'étalement, qui est aussi l'adresse du signal. Donc, le code d'étalement, c'est aussi son adresse, donc l'adresse du signal. Et bien sûr, chaque signal, il a sa propre code qui pourra donc être désétalé par le même code d'étalement. Donc, si on dit que A de F, c'est la transformée de A de T, donc qui est le signal de données, si X de F, c'est la transformée de X de T, où X de T est un signal à spectre étalé. Donc, on va avoir ici, donc le A de F, c'est ce signal-là, donc qui est le signal d'intérêt qu'on veut transmettre. Pourquoi il a cette forme-ci? Parce que c'est un signal qui est carré, donc c'est une suite d'éléments binaires
qui est carré. Et donc, son spectre, il est de forme sinus cardinal. Donc, s'il est de forme sinus cardinal, son module, donc vous voyez que ici c'est une alternance positive, ici elle est négative, donc son module, il va devenir positif. Et ici, on a la largeur de bande moins RS plus RS. Donc, c'est la largeur de bande du signal de données. Donc, quand je vais faire l'étalement, ce qu'on appelle le direct spreading, donc l'étalement direct, c'est la multiplication qui se fait. Qu'est-ce qui va se passer? Ce spectre-là, il va se transformer en ce spectre-là. Donc, ça, c'est le module de XF, bien sûr. C'est le signal X de T obtenu par étalement. Donc, c'est le produit de ceci par la chip séquence. Donc, la chip séquence, elle a un spectre étalé. Donc, quand on la multiplie par un signal qui est donc à bande rétroite, il va devenir à large bande. Et ici, il est de moins RC à plus RC. Donc, c'est la largeur de bande de la chip séquence. Ici, le RS, c'est la fréquence du signal à transmettre. Et ici, c'est la fréquence de la chip séquence. Et vous avez vu au début, donc je vais revenir très rapidement pour vous montrer quelque chose. Ici, généralement, regardez le signal, on va encore revenir encore plus loin. Regardez le signal, il a une fréquence plus lente que ce signal-là. Donc, ce signal, il a beaucoup plus de changements de niveau que ce signal-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce spectre-là, il est à spectre étroit, mais ce signal-là, il va avoir un spectre qui est beaucoup plus élevé que celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des alternances qui sont beaucoup plus rapides que celles du signal en rouge. Donc là, on revient ici. Donc c'est le signal interférence bande étroite. Ici, il y a un signal d'interférence. Et ce signal-là, il va se retrouver ici entre moins RC et plus RC. Et c'est le signal étalé, donc en direct spread. Donc ça, c'est une méthode. Il y a plusieurs méthodes d'étalement. Donc ici, on cite seulement la méthode d'étalement direct. Maintenant, si je fais un désétalement du même type, qu'est-ce qui va se passer? Je vais regarder, ces deux signaux vont se retrouver donc de façon différente. Ici, l'interférence qui est à bande étroite, elle va devenir tout simplement une interférence à large bande, donc entre moins RC et plus RC. Alors que ce signal ici, le signal étalé, qui se trouve ici, il va reprendre sa forme initiale et il va devenir un signal à bande étroite, donc c'est le signal DS désétalé. Donc ça, c'est le principe, bien sûr, du CDMA. Donc tous les signaux qui sont indésirables, au moment du désétalement, ils vont se retrouver à large spectre et le signal d'intérêt, il va être toujours à bande étroite et qui permettra donc de le récupérer. Donc dans le cas où on a des interférences à large bande, donc ici je vais avoir plusieurs utilisateurs. Donc de moins RC à plus RC, l'utilisateur 1, puis l'utilisateur 2, puis l'utilisateur 3. Pardon. On sait que le CDMA ne nécessite pas, donc il n'a pas besoin d'une allocation de bande, comme dans le cas du FDMA, ni de synchronisation temporelle des utilisateurs, comme dans le TDMA. Donc le TDMA, il a une nécessité d'avoir une synchronisation temporelle. Donc on voit bien que chacun des utilisateurs ici dispose de toute la durée, donc dans le domaine temporel, et de toute la bande disponible, donc de moins RC jusqu'à plus RC. Le problème ici, c'est quand on a plusieurs utilisateurs, donc au-delà d'un certain nombre, donc ce qui va se passer, c'est que la qualité va
décroître et bien sûr le TEB va être donc mauvais. Dans le CDMA, chaque utilisateur il a toujours son propre code PN, donc c'est la séquence chip. Il utilise la même largeur de bande RF qui est ici et il est transmis simultanément avec d'autres utilisateurs, que ce soit synchrone ou asynchrone. Et au niveau de la réception, donc j'ai le spectre ici émis et c'est le spectre ici donc reçu. Et bien sûr, désétalé. Donc si on suppose que l'utilisateur 1 nous intéresse, donc son signal après désétalement, il sera donc à bande étroite. Les autres utilisateurs resteront tels quels et donc seront considérés comme du bruit. Attention, ici c'est une façon de voir le signal, mais les niveaux ne sont pas aussi hauts qu'ici. Donc ici, tous ces niveaux-là sont très bas et bien sûr, ils seront du bruit. Et le nombre, regardez, chaque couche, elle va ajouter une certaine puissance. Et bien sûr, c'est pour cette raison-là qu'on dit que si le nombre d'utilisateurs augmente, la qualité de la transmission va être mauvaise. La corrélation, donc au niveau de la réception du signal reçu à bande étalée, avec les séquences P1 de l'utilisateur A va être désétalée seulement. Donc elle va désétaler seulement l'utilisateur 1. Le signaux des autres utilisateurs ne seront pas désétalés, comme le montre la figure ici, et occuperont la bande de fréquence, celle exactement identique à celle qui est en émission, et donc seront considérés comme des bruits. Ils affecteront le signal reçu dans la bande -RS plus RS du GSM et vont l'interférer comme du bruit. L'ensemble des codes P1, donc des chips séquences, il doit avoir les propriétés suivantes. Une autocorrélation pour une bonne synchronisation, une cross-corrélation faible, et donc elle est proche de 0, mais on peut dire que les codes sont orthogonaux. Donc la cross-corrélation, c'est elle qui permet donc d'enlever tous les signaux non voulus. Ici, par exemple, les utilisateurs 2 jusqu'à n. Les codes les plus utilisés, donc c'est les codes de Gold, de Kazami, et c'est des codes CDMA asynchrones. Donc là, c'est un petit résumé que je vous fais concernant le CDMA. Donc le CDMA nécessite 2 ou 3 séances vidéo pour qu'il soit donc étudié un peu plus dans le détail. Il y a aussi, pardon, le code de Hadamard, Walsh. Il est utilisé dans le CDMA synchrone. Donc, conclusion sur la MDF. Nous avons trouvé donc 2 types de modulation par déplacement de fréquence, chacun présentant des avantages et des inconvénients. La MDF à phase discontinue, elle est simple de réalisation et elle a un problème, c'est la grande bande passante dont on a besoin pour pouvoir transmettre les sauts de phase. La MDF avec discontinuité, avec continuité pardon, de phase, elle est plus complexe à réaliser. Elle requiert une bande passante plus étroite. Donc, elle est plus intéressante en termes de bande passante, mais elle est donc plus difficile, point de vue, donc réalisation. Ils ont en commun d'avoir une densité spectrale de puissance compliquée à calculer. Donc, pour la MDF, c'est un peu difficile de calculer la densité spectrale, donc la DSP, en raison du caractère non linéaire de la modulation. Pardon. Application de l'OFDM et bien sûr de toutes les modulations. Dans le cas du réseau téléphonique local, donc dans le réseau local, c'est le réseau par exemple de quartier qui se trouve autour du centre de commutation. La transmission d'un grand débit sur le canal téléphonique
sur une fréquence autour de 3,5 kHz a nécessité donc la mise en œuvre de modulations à grande état comme la MAQ16 et la MAQ32 et la MAQ128. Donc généralement dans une largeur, dans un canal téléphonique, je veux transmettre un signal à haut débit. Là, je suis obligé d'utiliser des modulations qui permettent donc d'avoir des débits beaucoup plus élevés. Et on a vu que la MAQ, plus le nombre d'états dans les modulations en quadrature de phase est important, plus le débit est important. Mais plus c'est nombre de symboles qui est grand, donc plus ils sont rapprochés, plus ils sont sensibles. La MDF à phase discontinue est fréquemment utilisée dans les systèmes de transmission de données sur les voies téléphoniques, donc avec les modems. On pensait que le débit ne pourra pas dépasser les 9,6 kilobits à cause du rapport S sur B limité des liaisons. En fait, donc certaines techniques de codage et de filtrage et d'utilisation de constellations de type treillis ont permis de franchir un son spectaculaire en matière de qualité et de débit que l'on peut atteindre. Donc là, bien sûr, on utilise donc beaucoup plus de matériel et on fait un codage et des techniques de filtrage qui sont donc plus développées. Et en utilisant ici des constellations de type treillis, donc on a vu dans le cours comment sont les différents types de constellations de type treillis. Donc ça nous a permis d'augmenter le débit et bien sûr la qualité. Aujourd'hui donc, on assiste au développement donc de ce qu'on appelle les modems VFast, dont le débit atteint 28, même 56 sur des liaisons de bonne qualité. Deuxième application, c'est les faisceaux hertziens. Donc c'est des systèmes radio. Et ces systèmes se trouvent dans les réseaux à moyenne ou bien à longue distance. Au début de la numérisation, les faisceaux hertziens faisaient usage donc de la modulation MDP4, qui était simple, mais l'utilisation efficace du spectre radioélectrique disponible a nécessité le développement de faisceaux hertziens utilisant des modulations à grand nombre d'états comme la MAQ16 et la MAQ64. Pardon. Pardon. Donc vous savez qu'avec le développement du faisceau hertzien, tout est début, on utilisait seulement la MDP4. Et bien sûr, les normes radioélectriques font que lorsqu'un pays obtient l'autorisation d'utiliser une bande de fréquence, cette bande de fréquence ne change pas. Donc après, c'est-à-dire que cette bande de fréquence, elle est fixée une fois pour toutes pour chaque pays. Et donc chaque pays, pour pouvoir utiliser efficacement ce spectre, cette bande de fréquence, donc il est obligé de mettre tous les signaux dans cette bande-là. Et pour ce faire, donc il doit utiliser des modulations à grand nombre d'états qui permettent donc d'augmenter l'efficacité spectrale. Donc ces modulations sont de type MAQ16, MAQ64 et même la MAQ128. Au début, donc la MAQ16 elle a permis la transmission d'un débit de 140 mégabits par seconde dans la bande de 6,4, 7,1 GHz pour des canaux donc, qui sont espacés de 40 mégas. Et donc cette valeur de 40 mégas, elle est fixée par le CCIR, par le Comité international consultatif de la radio. Et cette bande de 40 kHz, elle restera toujours la même, quelle que soit la modulation que vous allez utiliser. Donc pour pouvoir transmettre beaucoup plus de signaux dans une bande fixée, par exemple ici 40 mégas, on est obligé d'utiliser jusqu'à la MAQ128. Aujourd'hui, donc, on va aller jusqu'à la modulation MAQ256 qui va offrir un débit de 280 mégabits par rapport ici à 140 mégabits. Et ici, les canaux sont espacés de 30 mégas, donc on a gagné en largeur de bande.
Et bien sûr, pour pouvoir aller vers les MAQ 256, il faut avoir des émetteurs qui ont une bonne linéarité pour pouvoir transmettre ces signaux avec une bonne qualité. À l'opposé des faisceaux hertziens à grande capacité, on va avoir des FH à faible débit de mégabits et à faible coût, dans lesquels l'efficacité spectrale n'est pas primordiale. Et les modulations les plus utilisées, c'est la MDF, donc la modulation de fréquence. Donc, à 2 ou 4 états qui permettent d'utiliser une amplification non linéaire dans l'émetteur. Pour la transmission par satellite, donc là, c'est les réseaux à longue distance, parce que le satellite est utilisé pour pouvoir donc transmettre des signaux à longue distance. Donc ces transmissions par satellite sont caractérisées par une forte atténuation due à la propagation dans l'espace. Donc la forte propagation, c'est parce que la distance qui est traversée, elle est très grande, et elle est de 36 000 km, c'est-à-dire vers l'aller, et 36 000 km vers le retour vers la Terre. Pardon, je dois m'arrêter. Je m'excuse pour ces fortes tout. Donc là, j'étais en train d'expliquer l'atténuation qui est due à la propagation. Elle est importante. Pourquoi? Parce que le signal traverse l'atmosphère et puis il va traverser 72 000 km, 36 000 en montée et 36 000 en descente. Donc 36 000 km bien sûr, et donc la propagation, elle va avoir une atténuation assez importante. Et le problème, c'est que au niveau du satellite, on ne peut pas avoir une grande puissance. Pourquoi? Parce que il y a le problème de poids, et donc la puissance, elle est limitée. Donc la puissance de l'émetteur, elle est limitée. Donc ces différentes considérations permettent de privilégier l'efficacité en puissance et donc une bonne immunité au bruit contre l'efficacité spectrale. Donc ça veut dire que ce qui nous intéresse le plus, c'est la puissance à transmettre, donc ce qu'on appelle l'immunité au bruit, et on s'en fout un petit peu de l'espace, de l'efficacité spectrale, des liaisons. Les modulations les plus utilisées sont la MDP2 ou bien MDP4. On peut aller jusqu'à la MDP8. Toutefois, on assiste aujourd'hui à l'utilisation de la MDP16 et la MAQ16, bien sûr, qui sont associés à un codage très puissant. Donc le standard en Europe de la radiodiffusion de la télévision numérique par satellite est basé sur une modulation MDP4. Pour les radiocommunications avec les mobiles, des systèmes similaires, donc américains et japonais, utilisent une modulation donc différente de celle employée dans le système européen. Donc pour les États-Unis, on utilise la pi sur 4 d, la différentielle QPSK, quadratique QPSK, est une MDPK dont on tourne les axes de pi sur 4, donc ça on l'a vu dans le cours, d'un symbole au suivant. C'est rotation de phase de pi qui se produisent, donc surtout si elles sont égales à pi, elles sont interdites dans cette modulation. Cela élimine donc les passages par zéro de l'enveloppe du signal et réduit considérablement les fluctuations temporelles du signal. Donc ça, on l'a vu dans le cours. Les modulations utilisées dans ce système européen appelé GSM, c'est une modulation à enveloppe constante connue par la GMSK. Donc c'est Gaussian MSK, donc Gaussian Minimum Shift Keying. Donc on le fait traverser à travers un filtre gaussien et on utilise la MSK, c'est le minimum shift keying. C'est une variante bien sûr de la MSK
dont les impulsions à l'entrée de modulateurs sont sous forme de gaussien. Donc on a fait passer à travers un filtre gaussien. La réponse impulsionnelle de ce filtre, elle a l'allure gaussienne, et bien sûr tous les symboles sont égaux à plus ou moins 1. Et bien sûr, G2T doit être adapté. Cette mise en forme temporelle et spectrale lisse la trajectoire de phase du signal, et bien sûr, elle va réduire son occupation spectrale par rapport à la MSK d'origine. Et on utilise aussi le critère de Nix-8, donc on doit le respecter. Donc dans les radiocommunications avec le mobile, donc généralement les bits ou bien le train de données émis dans une bande, donc est émis dans une bande de 200 kHz, et c'est un multiplex de 8 canaux téléphoniques. Ça veut dire qu'on va mettre 8 canaux téléphoniques l'un après l'autre, et ces 8 canaux téléphoniques vont occuper les 200 kHz de bande. Donc compte tenu du codage correcteur d'erreur des bits de synchronisation et d'identification du canal, ainsi que d'autres données auxiliaires, le débit global, il est de 270 kilobits par seconde. Donc ça, c'est le débit global. Donc il va inclure les 8 multiplex de canaux. Et bien sûr, on va aussi ajouter des bits concernant le codage correcteur d'erreur. On va ajouter des bits de synchronisation et d'identification du canal. Ici, je vous donne un tableau qui concerne les différents systèmes cellulaires. Donc, avec le temps, bien sûr, le standard, tout à fait, au début, c'était l'IS54 ou 56. Au Japon, c'était le PDC et en Europe, c'était le GSM. Donc, les bandes de fréquence, elles sont données ici en réception et en transmission. Donc, ces bandes de fréquence, elles sont données bien sûr, en kHz. Le nombre de canaux, donc 832, 1600 et 124 dans le système européen. Le nombre d'utilisateurs par canal, donc on a 3, 3 et 8 dans le système européen. L'espacement des canaux, il est de 30 ici, de 25 ici et de 200 dans le système européen. Les modulations pour les deux, c'est la P sur 4 DQPSK et la GMSK pour le système européen. Les débits binaires maximum, donc on va avoir 48 kilobits, ici 42 kilobits, ici 270 kilobits par seconde. Les applications de la radiodiffusion, donc la technique retenue pour la radiodiffusion numérique sonore, donc tout ce qui est radiodiffusion, c'est le COFDM, Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing, qui est une technique de transmission multiporteuse associée à du codage de canal et à de l'entrelacement. Ici, c'est les différentes applications qu'on peut avoir dans le W, c'est-à-dire large OFDM. Donc, on a le wireless, on a le DVB-T, donc la télévision. Le network living, donc on va voir ce que c'est. Elle permettra donc, cette transmission, elle va permettre d'offrir 16 canaux stéréo dans une bande de fréquence radioélectrique de 4 mégas environ. La radiodiffusion numérique est basée sur la technique COFDM. Elle nécessite bien sûr une grande efficacité spectrale comme la MQ16 pour diffuser une chaîne de télévision haute définition ou 3 à 4 chaînes de télévision standard dans une bande de fréquence de 8 mégas. Donc le Digital Network Living, ici, abrégé sous le sigle DLNA, est une alliance de plus de 250-56. Donc là, on a 250 sociétés, donc fabricantes d'appareils électroniques et de périphériques informatiques et d'ordinateurs portables et de téléphones mobiles et opérateurs de services. Donc, cette alliance-là, donc elle regroupe plusieurs sociétés qui fabriquent du matériel donc électronique et elles se sont mises d'accord
pour donc avoir un standard. Donc le DLNA qui se trouve ici, c'est un standard d'interopérabilité. Ça veut dire que toutes ces sociétés vont fabriquer du matériel qui va être interopérable. Ça veut dire qu'il va permettre à tous les utilisateurs de n'importe quel type d'appareil de communiquer, donc de lire, de partager, de contrôler les appareils multimédia indépendamment de leur marque ou de leur nature. Et ici, vous avez donc l'ATM, donc Asynchronous Transfer Mode, donc, qui était utilisé en le wireless. Donc, l'exemple de ceci, c'est l'utilisation donc de, bien sûr, les modems dans les maisons pour avoir le réseau donc, de transmission à l'intérieur des maisons pour pouvoir connecter un PC à un ordinateur à un portable et ainsi de suite. Donc ici, je vous donne quelques documents concernant la bibliographie. Donc je ne vais pas les énumérer, donc je les laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez fixer l'image et regarder bien sûr les différentes documents, les différents documents que vous pouvez, par exemple, trouver sur Internet et bien sûr relire et approfondir votre connaissance. Donc, le deuxième panneau, il se trouve ici. Donc, là aussi, c'est un autre type de document que vous pouvez donc chercher pour pouvoir approfondir vos connaissances. Donc, ceci, là aussi, donc, une troisième page concernant la documentation. Et ceci termine le cours de OFDM. Donc, il termine la partie 3 et le total, donc la globalité du cours OFDM. Et je vous remercie et je m'excuse donc du problème de voix.